Je n'ai jamais dit à mon petit ami que je gagne 40 000 $ par mois. Il m'a toujours vu vivre simplement. Un jour, il m'a invité à dîner avec ses parents. Je voulais voir comment il traiterait une femme pauvre et naïve. Bonjour, je m'appelle Émilie Harper, j'ai 32 ans, et je suis la directrice financière d'Apex Innovation, une entreprise technologique à San Francisco. Chaque matin, je quitte mon petit appartement dans le quartier de Mission, je pédale à travers les rues nimbées de brouillard, et j'écoute le tintement des tramways qui dévalent Market Street. Pour quiconque me croise, j'ai l'air d'une femme ordinaire, un jean usé, une chemise simple, mes cheveux soigneusement attachés en chignon, et des baskets aux semelles élimées. Personne ne sait que derrière cette simplicité, je gagne plus de 40 000 $ par mois. Non pas parce que je le cache, mais parce que je le choisis. Je n'ai pas besoin que l'on me voie comme quelqu'un de riche. Je veux qu'on me voie pour qui je suis, pas pour le chiffre sur mon compte en banque. Même Ryan Mitchell, mon petit ami, ne le sait pas. Ryan a 34 ans, il est ingénieur logiciel, chaleureux, gentil, mais toujours accablé par une seule inquiétude, comment rendre ses parents fiers. Sa famille vit à Pacific Heights, le quartier le plus cher de San Francisco, où des maisons blanches bordent les collines surplombant la baie. Un soir, Ryan a pris ma main, sa voix hésitante. « Voudrais-tu venir dîner chez mes parents? Ils sont un peu particuliers. » J'ai souri, mais à l'intérieur une idée a germé. Si ses parents se souciaient du statut et de l'argent, je voulais voir comment ils traiteraient quelqu'un qui avait l'air pauvre. J'ai donc décidé de jouer le rôle principal dans ma propre petite expérience. Mais au moment où j'ai franchi leur porte, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. Avez-vous déjà caché une partie de vous-même juste pour voir comment quelqu'un réagirait? Si oui, dites-le moi. J'adorerais le savoir. J'ai grandi dans une petite ville appelée Silverton, en Oregon, où les gens se saluaient encore dans la rue et où l'épicerie tenait une ardoise pour ceux qui ne pouvaient pas payer tout de suite. Mon père était charpentier. Ma mère enseignait la littérature au lycée local. Nous n'avons jamais été riches, mais dans notre petite maison en bois nichée au milieu des collines de pins, j'ai appris deux choses qui ne m'ont jamais quitté, la vraie valeur réside dans l'intégrité, et la dignité est quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Quand on grandit dans un endroit où chaque dollar travaille dur pour survivre, on apprend à regarder au-delà des apparences et à voir le caractère d'une personne à la place. Je me souviens encore de ces nuits où ma mère était assise à corriger des copies sous une lampe jaune vacillante, de la poussière de craie sur ses doigts alors qu'elle écrivait des plans de cours, et disait « Émilie, tu n'as pas besoin d'être riche pour mériter le respect. Tu dois juste être gentille. » Je la croyais. Et c'est peut-être pour cela que plus tard dans la vie, je n'ai jamais voulu utiliser l'argent comme preuve de ma valeur. Je suis entré à l'UC Berkeley avec une bourse complète. Pendant 4 ans, j'ai travaillé à temps partiel à la bibliothèque, vécu de nouilles instantanées et dormi dans une chambre d'étudiante si petite que je pouvais toucher le plafond d'une main. Mais j'étais heureuse parce que je savais que je suivais le bon chemin. Après avoir obtenu mon diplôme en finance, j'ai rejoint une petite start-up à San José. Pas de prestige, pas de bureau chic, juste quelques bureaux en bois et un grand rêve. 10 ans plus tard, je suis devenue la directrice financière d'Apex Innovation, gérant des budgets de plusieurs millions de dollars et signant des contrats que je n'aurais même pas pu imaginer quand j'étais petite fille. On m'avait offert des postes dans de plus grandes entreprises, mais j'ai choisi de rester parce que j'appréciais la liberté. La liberté d'aller au travail à vélo, de quitter le bureau à l'heure, de vivre sans avoir à porter un masque de luxe. Je vivais dans un appartement d'une chambre dans le quartier de Mission, près d'une boulangerie mexicaine et d'un petit café appelé The Roaster, où j'ai rencontré Ryan pour la première fois. C'était un samedi matin d'automne glacial, la ville voilée d'une fine couche de brouillard qui adoucissait les vieux bâtiments. J'étais assise près de la fenêtre à lire le journal, mon cappuccino à moitié froid, quand Ryan est entré avec un ordinateur portable et des yeux fatigués. Il s'est assis à la table voisine, tapant des lignes de code tout en jetant des regards furtifs dans ma direction. Quand j'ai accidentellement renversé un peu de café sur mon journal, il m'a tendu une serviette et a plaisanté, « Cet article devait être terrible pour vous faire réagir comme ça. » J'ai ri. C'est ainsi que notre première conversation a commencé. Naturelle, authentique, sans aucune prétention. Il ne savait pas qui j'étais, ne m'a pas demandé ce que je faisais. Nous avons parlé de musique jazz, de voyages en sac à dos et de vieux livres que nous aimions tous les deux. Et je me souviens très bien de ce sentiment, pour la première fois depuis des années, je n'étais pas Harper, la directrice financière. J'étais juste une femme assise dans un café à parler à un homme qui me faisait sentir en sécurité.
Nous avons commencé à sortir ensemble 6 mois plus tard. Ryan était le genre d'homme qui vous mettait à l'aise. Il m'ouvrait toujours la portière de la voiture. Il se souvenait toujours d'apporter une veste supplémentaire quand il faisait froid. Il était travailleur, intelligent et attentionné. Mais il y avait une chose que j'ai remarquée très tôt. Il vivait dans la grande ombre de sa famille. Les Mitchell étaient de la vieille fortune de San Francisco. Son père, un avocat respecté, sa mère, une organisatrice d'événements de haut vol pour l'élite, connue pour organiser de somptueuses collectes de fonds dans la Napa Valley. Je me souviens que Ryan a un jour plaisanté, chez moi, même la fourchette à salade a un pédigré. Mais derrière ce sourire, je pouvais voir quelque chose qu'il ne disait jamais à voix haute. La peur silencieuse de ne jamais être assez bien. Et c'est peut-être exactement pour cela que je voulais protéger mon secret encore plus. Ryan savait que je travaillais dans la finance, mais je ne lui avais jamais dit combien je gagnais. J'ai simplement dit, assez pour vivre, assez pour être heureuse. Il n'a jamais insisté pour en savoir plus, et je n'ai jamais offert la vérité. Je n'ai pas menti. Je suis simplement restée silencieuse. Certains pourraient appeler ça un test. D'autres pourraient dire que c'était un jeu psychologique, mais en vérité, je ne voulais savoir qu'une chose, pourquoi Ryan m'aimait-il vraiment? Si un jour il découvrait que je pouvais facilement acheter la Porsche dont il rêvait, me regarderait-il toujours de la même manière que ce matin-là dans le petit café? Mais plus profondément que ça, je voulais voir ce que ses parents utilisaient pour mesurer la valeur d'une personne. J'avais rencontré trop de gens dans la finance qui ne vous souriaient que si votre carte de visite portait le bon titre. Je m'étais habitué à ces regards calculateurs, ceux qui passaient de vos vêtements à votre montre, puis au logo de votre sac à main avant de décider si vous valiez la peine qu'on vous parle. Je ne leur en voulais pas. C'est juste comme ça que le monde fonctionne maintenant, les surfaces polies avant les âmes authentiques. Pourtant, quelque part au fond de moi, je voulais encore croire qu'il y avait des gens capables de voir au-delà de tout ça. Et je voulais croire que la famille de Ryan pourrait en faire partie. Je me souviens qu'une fois, Margaret, la mère de Ryan, m'a appelé alors que j'étais au bureau. Sa voix était claire, douce même, mais avec une sorte de précision qui pouvait trancher le verre. « Émilie, ma chère, dit-elle agréablement. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous demande, que faites-vous exactement dans la vie? J'ai répondu simplement, je travaille dans la finance, madame. Il y a eu une pause juste assez longue pour sentir la température chuter avant qu'elle ne dise, oh, une comptable. Comme c'est charmant. Ryan pourrait certainement avoir besoin de quelqu'un qui sait comment économiser. En surface, ça semblait inoffensif, mais j'ai saisi le sous-entendu derrière chaque syllabe. À partir de ce moment, j'ai commencé à réaliser que leur monde et le mien pourraient être plus éloignés que je ne l'avais imaginé. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. Je voulais juste savoir si je me présentais un jour, non pas en tailleur, non pas dans une voiture élégante, ni avec un sac en cuir italien, mais simplement comme une femme ordinaire en baskets éraflées, comment me regarderait-il? Leur voix porterait-elle toujours cette chaleur polie? Ou bien se transformerait-elle en ce ton familier de condescendance douce que j'avais entendu 100 fois lors des réunions d'actionnaires? Certains pourraient dire que j'étais trop méfiante. Mais dans une ville comme San Francisco, où votre code postal peut prédire votre valeur nette, je voulais parfois être sous-estimé pour voir qui avait un cœur qui n'avait pas besoin d'étiquette pour reconnaître la valeur. Alors, quand Ryan m'a invité à dîner avec ses parents, j'ai souri. Mais dans mon esprit, un petit plan silencieux avait déjà commencé à prendre forme. Ce matin-là, San Francisco reposait sous un fin voile de brouillard, comme si toute la ville retenait son souffle, attendant que quelque chose se passe. Je me tenais devant ma garde-robe, les bras croisés, fixant la rangée soignée de vêtements de travail que je portais tous les jours. Blazer gris, jupe en soie, talons noirs vernis. Il semblait me regarder en silence, chuchotant, « C'est qui tu es vraiment ?» Mais aujourd'hui, je voulais être quelqu'un d'autre. J'ai ouvert le tiroir du bas où je gardais quelques vieilles pièces de mes années d'université. Parmi elles, une robe en coton beige, légèrement froissée, à col rond, si simple qu'elle aurait pu venir de n'importe où. Je l'ai enfilée et me suis retourné une fois devant le miroir. J'avais l'air modeste, peut-être même un peu simple, mais c'était exactement le but. Je veux ressembler au genre de femme qu'il penserait ne pas être assez bien, me suis-je dit, mi-souriante, mi-amusée. J'ai choisi mes vieilles baskets, la paire que j'avais portée pendant mes premières années à Berkeley, leurs semelles usées par des années d'utilisation. Je savais parfaitement que Margaret Mitchell, la mère de Ryan,
regarderait mes chaussures avant même de croiser mon regard. J'ai attaché mes cheveux bas, mis juste une touche de baume à lèvres, et rien de plus. Quand j'ai de nouveau regardé mon reflet, j'ai presque eu du mal à reconnaître la femme qui me faisait face. Elle n'était pas Emily Harper, la DAF qui déplaçait des millions à travers des écrans et des feuilles de calcul. Elle était la simple Emily, la version de moi qu'il jugerait purement sur l'apparence. Avant de quitter la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié quelques emails de la comptabilité. Le rapport de flux de trésorerie semblait solide. Les nouveaux investisseurs avaient signé. J'ai pris une gorgée de café et n'ai pu m'empêcher de sourire à l'ironie tranquille de tout cela. Je gérais des millions de dollars. Pourtant, ce soir, je ferais semblant d'être quelqu'un qui ne pouvait pas s'offrir de nouvelles chaussures. Il y avait quelque chose à la fois d'amusant et d'excitant dans ce petit jeu. Je ne le faisais pas pour humilier qui que ce soit, ni pour me prouver en étalant ce que j'avais. Je voulais simplement voir la vérité. Comment les gens se comportent quand ils pensent qu'il n'y a rien à gagner. À midi, j'étais sur mon vélo, pédalant au rythme du bourdonnement de Valencia Street. L'air portait le son des tramways et le riche mélange de café et de pâtisseries fraîches s'échappant des cafés ouverts. Je me suis arrêté dans une petite boulangerie italienne où la vieille propriétaire se souvenait encore de mon nom. De retour pour des biscottis aux amandes, Emily, demanda-t-elle avec un gentil sourire. J'ai hoché la tête. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, ai-je dit, en choisissant une petite boîte de biscuits, la moins chère de l'étagère, et je lui ai demandé de l'emballer dans du papier brun ordinaire au lieu de la boîte décorative habituelle. Juste un simple nœud, s'il vous plaît, comme si je l'avais emballé moi-même, ai-je ajouté avec un sourire. Elle a haussé un sourcil. Vous avez toujours les raisons les plus curieuses pour les choses. Cette fois, c'est pour une petite performance. Sur le chemin du retour, le vent balayait mes cheveux, emportant le souffle froid de la baie du Golden Gate. Mon cœur battait plus vite, non pas de peur, mais d'excitation. C'était comme le moment juste avant de monter sur scène pour donner un discours, non pas parce que vous désirez les applaudissements, mais parce que vous voulez voir à quel point vous pouvez rester calme sous pression. Je savais que ce soir ne serait pas facile. Les Mitchell n'étaient pas le genre de personnes qui cachaient leur jugement derrière des sourires. Ils les enveloppaient simplement de courtoisie, et moi, une femme supposément ordinaire, je serais leur test. Cet après-midi-là, je me suis arrêté au marché local pour acheter quelques brins de gypsophile blanc et je les ai placés dans un vieux bocal en verre sur mon comptoir de cuisine. J'ai toujours aimé les choses simples, non par frugalité, mais parce qu'elles me rappellent la maison. J'ai pensé à mes parents à Silverton, deux personnes qui n'ont jamais rien possédé d'extravagant, mais qui mettaient toujours une chaise supplémentaire à table au cas où quelqu'un passerait. Peut-être que grandir dans ce genre de chaleur m'a fait croire que la véritable élégance réside dans l'hospitalité, pas dans le prix de vos couverts. J'ai essayé d'imaginer comment la soirée se déroulerait. Margaret mènerait sûrement la conversation, parlant d'événements sociaux, d'amis dans la Napa Valley, et de ces gracieux galas de charité auxquels j'étais certaine de n'avoir jamais assisté. Edward, le père de Ryan, poserait probablement les questions inquisitrices. Dans quel secteur travaillez-vous? D'où vient votre famille? Avez-vous des investissements? J'avais entendu ces questions 1 millier de fois dans le monde de la finance, alors la pensée m'a presque fait rire. Peut-être qu'ils essaieraient d'être polis. Ou peut-être qu'une lueur de pitié se glisserait dans leurs yeux. Quoi qu'il en soit, je voulais le voir par moi-même. De retour dans mon appartement, j'ai pris une douche, me suis brossé les cheveux soigneusement et me suis assise devant le miroir une dernière fois. La lumière de l'après-midi se déversait par la fenêtre, peignant mon visage d'une teinte dorée et chaude. J'ai étudié attentivement mon reflet. Il n'y avait rien de remarquable chez moi, juste une femme de 32 ans dans une robe simple avec un regard calme et stable. Mais je savais mieux que quiconque que derrière cette banalité se tenait quelqu'un d'assez fort pour diriger une entreprise, d'assez confiant pour défier les préjugés les plus profonds dans le cœur des gens. Je me suis murmuré doucement, ce n'est pas Emily Harper, la DAF. C'est Emily, la femme qu'ils jugeront. Et puis j'ai souri, sachant que dans ce petit jeu, je n'avais pas besoin de gagner. J'avais seulement besoin de voir qui jouait vraiment. Avant de partir, j'ai placé la boîte de biscuits sur le comptoir de la cuisine et j'ai ajouté un petit nœud en papier, de travers, simple, du genre qui avait l'air un peu de mauvais goût. Je savais que Margaret le remarquerait immédiatement, mais je m'en fichais. J'ai glissé la boîte dans un sac en tissu, enfilé mon manteau usé et verrouillé la porte derrière moi. Dehors, le soleil se couchait sur la ville, baignant la baie dans une brume dorée.
En traversant le pont de Mission, le vent m'a frôlé les oreilles, vif et froid. Et pendant un instant, je me suis sentie à la fois nerveuse et étrangement légère. Peut-être que ce soir se révélerait être un dîner terrible, mais il me donnerait la seule réponse que je cherchais depuis le début. Les gens qui vivaient dans cette élégante maison comprenaient-ils vraiment la valeur d'une personne, ou seulement la valeur des possessions? Je n'emportais pas beaucoup d'attentes avec moi, seulement une curiosité tranquille et peut-être une touche de malice. Peut-être qu'une partie de moi voulait voir leur visage si la fille pauvre s'avérait être celle qui contrôlait le budget de toute une entreprise. Mais plus que ça, je voulais voir où se tiendrait Ryan, car parfois il ne faut qu'un seul dîner pour révéler qui vous appartient vraiment et qui n'aime que la version de vous qu'ils ont choisi de croire. En fin d'après-midi, le brouillard du Golden Gate a dérivé sur les collines de Pacific Heights, enveloppant le quartier d'une teinte argentée pâle. Lorsque le taxi s'est arrêté au bord du trottoir, j'ai pris une profonde inspiration. Devant moi se tenait la résidence Mitchell, un manoir blanc de 3 étages avec des grilles en fer noir, des balcons incurvés et de hautes fenêtres en verre reflétant la lumière mourante. Le léger parfum de lavande flottait dans l'air, mêlé au son lointain d'une musique de piano, créant une atmosphère de luxe teintée de distance. J'ai baissé les yeux sur moi-même, une robe en coton légèrement froissée, de vieilles baskets, une petite boîte de biscuits emballée dans du papier brun dans mes mains. J'ai souri discrètement. Dans ce monde, j'étais vraiment une actrice montant sur une scène sans script. Le portail s'est ouvert automatiquement après que j'ai sonné. La porte s'est ouverte pour révéler Margaret Mitchell, la mère de Ryan. Elle semblait avoir la petite cinquantaine, grande, avec des cheveux blonds doucement bouclés et un collier de perles brillant faiblement sous la lumière de l'entrée. Elle a esquissé le genre de sourire parfait qui semblait répéter devant un miroir, mais ses yeux m'ont parcouru d'un mouvement rapide avant de se poser sur la boîte dans mes mains. « Oh, qu'avez-vous apporté là ?» demanda-t-elle, son ton léger mais bordé de quelque chose de non dit. « Juste des biscuits faits maison », ai-je répondu, même s'ils venaient du magasin. « Comme c'est gentil », dit-elle, ses lèvres se courbant légèrement alors qu'elle se tournait pour appeler quelqu'un à l'intérieur de la maison. Edward Mitchell, le père de Ryan, est apparu un instant plus tard. Il portait une chemise blanche sous un pull à col en V, semblant tout droit sorti d'un magazine pour avocat à succès. Quand il m'a serré la main, c'était assez ferme pour affirmer l'autorité, mais assez froid pour décourager la chaleur. « Enchanté de vous rencontrer, Emily. Ryan me dit que vous travaillez dans la finance. » J'ai hoché la tête poliment. « Oui, monsieur. Je travaille chez Apex Innovation. »« Apex » HM, a-t-il répété, en étirant les syllabes. Ça sonne moderne. Son ton portait la plus légère trace de curiosité ou peut-être de scepticisme, comme s'il attendait que j'élabore, que je mentionne le nom d'un PDG ou d'un partenaire du Fortune 500. J'ai seulement souri. « Oui, juste une petite entreprise, ai-je dit légèrement. » Ryan nous a rejoints alors, plaçant doucement sa main dans le creux de mon dos, son sourire trahissant la tension qu'il essayait de cacher. « Maman, papa, voici Emily. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux chaleureux, bien que je puisse voir une lueur d'anxiété derrière eux. Tout l'après-midi, j'avais imaginé ce moment. Et maintenant qu'il était là, je me sentais étrangement calme, presque détaché, comme une scientifique observant sa propre expérience se dérouler. Le léger parfum de parfum cher flottait dans l'air, se mêlant au délicat cliquetis de la verrerie provenant de la salle à manger. Margaret m'a conduite à travers le salon. Tout dans la maison respirait une extravagance discrète. Parquet en bois poli, murs tapissés d'art abstrait, vases en cristal contenant des orchidées blanches, et une cave à vin méticuleusement arrangée par millésime, 2012, 2014, 2016. Chaque bouteille valait facilement la moitié du salaire mensuel de la plupart des gens. Cette maison a été conçue par Edward lui-même, dit-elle avec un sourire fier. Il a un œil si impeccable pour l'esthétique, ne trouvez-vous pas? J'ai hoché la tête doucement. C'est magnifique, ai-je répondu. Intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de penser, et probablement très cher. Le dîner a été servi dans une grande salle à manger, une longue table drapée de lin blanc sous un lustre qui dispersait la lumière comme du verre brisé. Je me suis assise à côté de Ryan, face à Margaret, avec Edward en bout de table. Une gouvernante est apparue avec le premier plat, une salade de betterave au fromage de chèvre et amandes grillées, puis s'est éclipsée sans un bruit. L'atmosphère au début était parfaitement polie, presque répétée, jusqu'à ce que Margaret commence à parler de leur récent voyage dans la Napa Valley. Nous venons de rentrer la semaine dernière, dit-elle, son ton naturel. Le genre de désinvolture qui ne vient qu'avec la richesse.
C'est un complexe merveilleux. Rien que la suite spa coûte plus de 2000 $ la nuit. Édouard dit que c'est là qu'il va pour recharger son énergie créative. Elle a ri doucement, faisant tourner son verre de vin comme si cela faisait partie d'un rituel. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai souri. Ça a l'air charmant, ai-je dit. Édouard a continué comme si c'était son signal pour commencer la performance. Margaret adore prendre des photos dans des endroits élégants, dit-il, sa voix portant l'assurance facile d'un homme habitué à l'admiration. Elle a plus de 200 clichés rien que du lac Tao. Le condo là-bas, je l'ai acheté comme un investissement, il a déjà doublé de valeur. J'ai souri poliment. Félicitations. Ça a dû être un investissement intelligent. Il a hoché la tête, une lueur de surprise traversant son visage quand je n'ai pas demandé plus de détails. Peut-être étaient-ils habitués aux gens qui les adulaient, aux invités qui les flattaient avec un intérêt empressé. Mais je n'étais pas l'une de ces personnes. Margaret a orienté la conversation vers la mode. Vous savez, commença-t-elle, inclinant la tête avec une grâce étudiée. J'ai toujours cru que la façon dont on s'habille en dit long sur qui on est. Vous avez l'air très discrète, Émilie. Il est rare de rencontrer quelqu'un d'assez courageux pour embrasser la simplicité de nos jours. Son ton était doux, mais je pouvais sentir la lame sous le sucre. J'ai rencontré son regard fixement et j'ai souri. Merci. Je me sens plus à l'aise quand je suis moi-même. Margaret a marqué une pause, ses lèvres se resserrant très légèrement. Le sourire sur son visage a vacillé juste une seconde avant qu'elle ne se reprenne. De l'autre côté de la table, Ryan m'a jeté un coup d'œil, ses yeux suppliant silencieusement, me demandant de ne pas riposter, mais je suis resté calme. Le dîner s'est poursuivi, rempli d'histoires qui semblaient ne fasciner qu'eux, des galas de charité avec le maire, des amis travaillant dans des maisons de mode européennes, le fils d'une connaissance qui venait d'être accepté à Stanford. J'étais assise tranquillement à écouter, souriant quand c'était approprié, offrant de petites réponses pour maintenir la politesse. Je ne me sentais pas petite, juste tranquillement amusée. Ils essayaient si fort de prouver quelque chose, mais à qui? À moi, ou à eux-mêmes. Quand la gouvernante a apporté le plat principal, saumon au beurre citronné avec purée de pommes de terre à la truffe, Édouard s'est de nouveau tourné vers moi. Alors, Émilie, où habitez-vous dans la ville? Dans le quartier de Mission, ai-je répondu légèrement. Un petit appartement près de Valencia. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Ah, ce quartier est assez artistique. Beaucoup de jeunes y vivent parce que le loyer est moins cher. J'ai souri et hoché la tête. C'est vrai. J'aime bien cet endroit. Peut-être parce que les gens ne semblent pas se soucier beaucoup du statut. Margaret a incliné la tête, un léger sourire narquois au coin de ses lèvres. Comme c'est charmant. Quand j'étais jeune, j'appréciais aussi ce genre de liberté, jusqu'à ce que je réalise que la stabilité est le vrai bonheur. J'ai saisi sa signification instantanément. Liberté, dans son vocabulaire, signifiait « pas encore réussi ». Ryan a essayé de détourner la conversation ailleurs, la météo, son récent projet au travail, n'importe quoi pour combler la tension qui avait commencé à bourdonner autour de la table. Je l'ai laissé faire. Je pouvais sentir son anxiété se propager comme des ondulations sur l'eau. Mais je n'étais pas en colère. Au contraire, j'ai ressenti une étrange tendresse pour lui. Il avait grandi dans cette maison, façonnée par ses règles silencieuses et ses hiérarchies invisibles. Peut-être n'avait-il jamais vu quelqu'un entrer ici sans essayer de prouver qu'il y appartenait. Alors que le dîner touchait à sa fin, Margaret s'est levée et a gracieusement rempli mon verre. « Voudriez-vous goûter ce cabernet » demanda-t-elle. C'est un 2010, assez rare. J'ai secoué la tête doucement. Merci, mais je ne bois pas à moins d'être sûr que la bouteille en vaille la peine. Elle s'est figée une demi-seconde, puis a eu un petit rire poli, supposant que je plaisantais. J'ai souri aussi. Mais à l'intérieur, je savais que la soirée ne faisait que commencer, et que la vérité dont j'allais être témoin ne laisserait personne dans cette pièce entièrement à l'aise. Le lustre en cristal au-dessus dispersait une lumière froide sur la table, se reflétant sur le vin rouge foncé devant moi comme des gouttes de flamme gelées. Le dîner semblait avoir atteint sa conclusion naturelle. Pourtant, l'air a commencé à changer, portant un léger goût métallique, vif et artificiel. Margaret s'est légèrement penchée en arrière, son sourire parfait inébranlable, bien que ses yeux aient changé, plus perçant maintenant, investigateur. Émilie, dit-elle, son ton délibérément doux. Vous avez mentionné que vous travaillez dans la finance,
n'est-ce pas? Pourriez-vous nous dire ce que vous faites exactement dans la vie? Sa question a flotté légèrement, mais je pouvais entendre la lame cachée derrière chaque mot. J'ai posé ma fourchette et j'ai levé les yeux. Oh, juste du travail de bureau, ai-je dit nonchalamment. Assez pour m'en sortir. Margaret a hoché la tête lentement, comme si elle disséquait chaque syllabe. Je vois. San Francisco peut être assez cher. Vivre dans le quartier de Mission doit être un défi, n'est-ce pas? Elle s'est tournée vers son mari, les coins de sa bouche se retroussant, bien que son ton portât cette trace indubitable de pitié. Te souviens-tu quand Ryan y vivait, chérie? Ce minuscule appartement aux murs qui s'écaillaient et aux voisins bruyants. Édouard a gloussé faiblement. Oui. Je n'arrêtais pas de lui dire de revenir à la maison, mais il disait qu'il voulait être indépendant. J'ai souri, gardant mon expression douce et imperturbable. En fait, j'adore cet endroit. Il y a de jolis petits cafés dans le coin, et les gens sont vraiment sympathiques. Margaret a incliné la tête, baissant la voix comme si elle parlait à un enfant. J'admire ça chez vous. Vraiment, tout le monde n'est pas assez humble pour se contenter de si peu. C'est peut-être ce qui vous rend unique. J'ai entendu le sarcasme soigneusement cousu dans le mot « humble ». Un bref silence est tombé. Ryan a pris une rapide gorgée d'eau, ne disant rien. Je l'ai regardé. Ses yeux se sont détournés. Il me suppliait silencieusement de ne pas réagir, de ne pas transformer ce dîner en désastre. J'ai compris et j'ai souri. Je n'étais pas venu ici pour me disputer. J'étais venu pour observer. Et la vérité se révélait morceau par morceau sans que j'aie besoin de lever le petit doigt. Margaret a posé ses coudes légèrement sur la table, son ton dégoulinant d'une bienveillance désinvolte. Vous savez, je travaille avec beaucoup de jeunes femmes. Certaines ont du potentiel, mais elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce au bon moment pour aller plus loin. Si jamais vous en avez besoin, Emily, nous pourrions aider. J'ai légèrement haussé un sourcil, ma voix calme. Aider? Elle a hoché la tête, son sourire mielleux. Oui. Par exemple, je pourrais vous envoyer $500 par mois, juste pour acheter de nouveaux vêtements. Peut-être qu'une femme intelligente comme vous mérite d'avoir l'air plus assortie à l'homme qu'elle aime. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. $500, le montant exact que j'avais autrefois donné à une stagiaire junior comme petite prime pour remonter le moral. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon expression douce, bien que mes yeux ne puissent pas tout à fait cacher l'éclat d'ironie. C'est très gentil de votre part, ai-je dit doucement, mon ton aussi léger qu'une brise. Mais je pense que ça va. J'aime vraiment mon style simple. Margaret a haussé les épaules, son sourire parfaitement intact. Bien sûr, je pense juste que Ryan mérite d'être avec quelqu'un qui correspond aux standards de la famille. Vous savez comment c'est dans ce monde. Les apparences en disent long. Ces mots sont tombés sur la table comme un petit caillou, mais leur écho a ondulé dans l'air. Édouard a acquiescé, sa voix basse et ferme. Margaret a raison. Dans nos cercles, l'image est tout. Un partenaire devrait aider Ryan à étendre ses relations, pas le faire paraître déplacé. L'expression « déplacé » m'a frappé comme une note délibérée, du genre qui n'appartient pas à leur symphonie de statuts parfaitement accordée. Ryan a posé son verre. Le léger cliquetis de celui-ci rencontrant l'assiette a résonné plus fort qu'il n'aurait dû dans ce silence pesant. « Maman, dit-il doucement, je ne pense pas que nous devrions. » Mais Margaret l'a interrompu, son ton vif sous sa surface polie. « Chérie, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu sais aussi bien que moi que lorsqu'une relation devient sérieuse, un milieu social comme un compte. » Puis elle s'est tournée vers moi, ce sourire immaculé revenant comme si de rien n'était. « Je suis sûr que vous comprenez, Emily. Vous avez un bon cœur. Je peux le voir. Mais parfois dans la vie, un bon cœur ne suffit pas, je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai senti une pointe d'amertume monter en moi. Mais au lieu de réagir, j'ai simplement tourné mon verre lentement, regardant comment la lumière se brisait et se dispersait à travers l'eau claire. J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle disait, quand il te regarde de haut, laisse-les finir de parler. Car dans ces moments, ils révèlent exactement qui ils sont. Margaret a poursuivi, son ton dérivant vers quelque chose qui ressemblait presque à une leçon. Honnêtement, je pense que Ryan est très généreux. Il ne semble pas se soucier beaucoup du statut social ou de la richesse, mais qui peut dire ce que l'avenir nous réserve?
Le mariage exige un équilibre, et si jamais vous rencontrez des difficultés financières, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Nous serions plus qu'heureux d'aider. Des difficultés financières, ai-je répété doucement, bien que je sente mon pouce accélérer sous mon ton calme. Merci, mais je pense que je peux me débrouiller. J'ai regardé Ryan. Il fixait son assiette, les lèvres pincées en silence. Ce silence en disait plus que n'importe quelle excuse. La honte dans ses yeux était indubitable, mais je ne le blâmais pas. Je savais qu'il était piégé entre deux mondes, celui qu'il avait élevé et celui qu'il aimait. Margaret s'est versé plus de vin, le mouvement gracieux m'est délibéré. Parfois, j'oublie à quel point la jeune génération valorise l'indépendance, dit-elle avec un mince sourire. Mais si jamais vous en avez besoin, considérez-nous simplement comme un filet de sécurité. Elle a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air comme un parfum. Ryan mérite quelqu'un qui peut marcher à ses côtés dans tous les aspects. Style de vie, ambition, vision. J'espère juste que vous comprenez cela. J'ai posé mon verre. La lumière du lustre a scintillé sur mon poignet comme un rappel silencieux. Assez. À l'intérieur de moi, quelque chose de tendu avait atteint sa limite. Je pouvais ignorer les regards subtils, les pics enrobés de sucre, même la condescendance polie. Mais cette phrase, Ryan mérite quelqu'un qui correspond aux standards de notre famille, n'était pas de la politesse. C'était un verdict, une déclaration que je n'étais pas assez. J'ai regardé autour de la table. Les verres en cristal brillaient toujours. Les filets de saumon étaient à moitié mangés, mais personne ne bougeait. L'air était si épais que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale dans le couloir. Margaret était assise droite, ses yeux bleus froids derrière un sourire soigneusement contenu. Édouard a croisé les bras, m'étudiant avec le détachement calme d'un avocat attendant une confession. Et Ryan, la tête baissée, les doigts entrelacés, son visage pris entre la culpabilité et la confusion. J'avais su que ce moment viendrait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si silencieusement, comme une tempête attendant juste à l'extérieur, qui n'avait besoin que de ma voix pour se déchaîner. J'ai posé ma fourchette et mon couteau. Le léger cliquetis contre l'assiette a fendu le silence comme un signal. Les standards. J'ai répété le mot, ma voix douce mais portant à travers la pièce. Le menton de Margaret s'est légèrement relevé. Je suis désolé. J'ai souri. Vous avez dit que Ryan mérite quelqu'un qui corresponde aux standards de votre famille. Alors, si ça ne vous dérange pas, laissez-moi vous parler un peu des miens. J'ai fait une pause, prenant une longue gorgée d'eau, leur donnant un moment pour vraiment écouter. Je suis la directrice financière d'Apex Innovation. Je gère un budget de fonctionnement de plus de 80 millions de dollars par trimestre et je signe des contrats avec des entreprises pour lesquelles vous avez probablement organisé des galas. Et je gagne environ 40 000 dollars par mois. La pièce est tombée dans un silence complet. Margaret s'est figée, sa main se resserrant sur son verre de vin, tandis qu'Édouard s'est doucement éclairci la gorge, luttant pour retrouver son calme. Ryan a levé la tête, les yeux écarquillés, d'abord de choc, puis se transformant lentement en quelque chose entre la fierté et le regret. J'ai gardé ma voix stable, égale, ni élevée, ni défensive. Je choisis de vivre simplement parce que je sais que la vraie valeur n'a rien à voir avec l'argent. Je vis dans le quartier de Mission, non pas parce que je ne peux pas me permettre mieux, mais parce que j'aime me réveiller au son des musiciens de rue et à l'odeur du pain grillé de la boulangerie du coin. Je vais au travail à vélo parce que je veux voir la ville de mes propres yeux, pas à travers la vitre d'une voiture. Margaret a ouvert la bouche, sa voix tremblant légèrement. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, je ne plaisante jamais à ce sujet. J'ai travaillé plus de 10 ans pour obtenir le poste que j'ai, non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que je crois en mes propres efforts. J'ai incliné la tête, souriant faiblement, mon ton toujours doux, bien que mes mots aient tranché net comme du verre. Et ce soir, je ne suis pas venu chercher l'approbation de qui que ce soit. Je voulais juste savoir, quand des gens comme vous parlent de standards, en ont-ils assez eux-mêmes pour respecter les autres? Margaret a posé son verre, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Édouard a tamponné son front avec une serviette, essayant de retrouver son sang-froid. Vous nous avez peut-être mal compris, dit-il lentement, prudemment. Nous voulions seulement dire. J'ai interrompu doucement. Je comprends parfaitement. En fait, j'ai compris au moment où Margaret a regardé mes chaussures usées avant de me regarder dans les yeux.
Ryan a posé sa main à plat sur la table, sa voix. Émilie, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je l'ai regardé et j'ai souri doucement. Parce que j'avais besoin de savoir quelle version de moi tu aimais, la vraie Émilie ou l'Émilie que tu pensais avoir besoin de sauver. Il a de nouveau baissé les yeux, ne disant rien. À ce moment-là, je n'ai pas ressenti de colère, seulement un calme étrange et libérateur. Me tournant de nouveau vers Margaret, j'ai parlé d'un ton égal. Vous aviez raison sur une chose. Ryan mérite quelqu'un qui lui correspond. Mais la compatibilité n'est pas une question de statut ou de richesse. C'est une question de respect. Et ce soir, je pense que je comprends enfin qui dans cette pièce en a vraiment. Margaret a cligné des yeux, une rougeur montant à ses joues. Vous n'êtes pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai souri. Je sais. Tout comme vos standards ne sont pas ce à quoi je m'attendais non plus. Puis j'ai fouillé dans mon sac, j'en ai sorti une carte de société en argent et je l'ai posée sur la table. Merci pour le dîner, cependant. Mais je pense que ce soir, c'est moi qui devrais régaler. J'ai glissé la carte vers elle. Envoyez la facture à Apex Innovation. Le département financier s'en chargera. Considérez cela comme une petite leçon d'humilité. Émilie, tu n'as pas à faire ça, commença Ryan, sa voix basse et suppliante. Je me suis tourné vers lui, mon sourire inchangé. Si, je dois. Je ne veux pas qu'il pense que je ne sais que recevoir. Margaret a fixé la carte en argent comme si c'était quelque chose d'étranger, ses mains tremblant très légèrement. Édouard a essayé de rire pour détendre l'atmosphère. Non, non, nous ne pouvons absolument pas vous laisser faire ça. C'est bon, ai-je interrompu doucement. Après tout le monde ici semblait penser que j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide financière. Je ne fais que rendre l'appareil à ma manière. Je me suis levé de ma chaise, les pieds en bois raclant doucement le sol poli, le son fendant le silence étouffant de la pièce. Ramassant la boîte de biscuits à moitié ouverte, j'ai jeté un dernier regard autour de moi. J'ai apporté ça parce que je pensais que nous passerions une agréable soirée, ai-je dit, mon ton léger comme l'air. Mais je pense que la leçon que nous avons tous apprise ce soir est bien plus précieuse que tout ce qui se trouve sur cette table. Puis je me suis tourné vers Ryan. Je ne regrette pas d'être venu ici. Au moins maintenant, je sais ce qui compte vraiment pour moi. Je me suis éloigné de la table à manger, descendant le long couloir tapissé de photos de famille encadrées. Ryan enfant en uniforme. Margaret souriant radieusement à une fête. Édouard serrant la main de quelqu'un lors d'une cérémonie de remise de prix. Chaque image était impeccable, organisée, stérile. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, l'air froid de la baie est entré, emportant l'odeur de sel et de brouillard. J'ai pris une profonde inspiration, ayant l'impression de laver la lourdeur de cette maison de ma peau. Derrière moi, j'ai entendu Ryan appeler doucement « Émilie ». Mais je ne me suis pas retourné. J'ai juste dit assez clairement pour qu'il entende, quand tu seras prêt à me voir comme une personne, et non comme un test de ta loyauté, alors j'écouterai. Dehors, la nuit de San Francisco était vive et froide. Les lumières de la ville s'étendaient sur les rues humides comme des rubans d'or. Les gratte-ciel au loin scintillaient, magnifiques et solitaires. Mon cœur battait régulièrement, non pas de colère, mais de liberté. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. À travers la brume, j'ai entendu le faible tintement d'une cloche de tramway, le son de cette ville que j'aimais, brute, honnête et vivante. J'ai souri. Dans un monde où les gens se mesurent les uns les autres par des standards, peut-être que le seul qui vaille la peine d'être gardé est de savoir exactement qui vous êtes et de ne jamais laisser personne d'autre le définir pour vous. J'ai descendu Powell Street, le vent de la baie me mordant les mains jusqu'à ce qu'elle me pique. La ville, cette nuit-là, semblait fraîchement lavée après la pluie. Les lampadaires se reflétaient sur le pavé luisant. Le bourdonnement des tramways se mêlait au vent et au rythme des pas des passants. Je ne me suis pas pressé de rentrer. J'ai simplement marché lentement, écoutant le battement régulier de mon propre cœur sous les bruits familiers de la ville. Tout s'était passé si vite. Et maintenant, debout devant cette maison immaculée, la vague d'émotions m'a finalement rattrapé. Je me suis demandé si j'étais allé trop loin, si j'aurais dû me taire au lieu de tout dire devant ses parents, des gens qui n'avaient probablement jamais été publiquement défiés de toute leur vie. Et plus que ça, avais-je humilié Ryan? Une partie de moi savait que la réponse était oui. Oui, j'avais mis Ryan dans l'embarras, mais la partie plus stable et plus calme de moi-même a murmuré en retour, non,
Émilie, tu n'as humilié personne. Tu t'es simplement défendue. Je me suis arrêté au bord du trottoir devant une vieille librairie dont les lumières étaient encore allumées. À travers la vitre, je pouvais voir une femme d'âge moyen empiler des piles de romans classiques un par un. Cette vue m'a fait penser à ma mère, à la façon dont elle disait, quand tu restes silencieuse face au manque de respect, tu leur apprends qu'ils ont le droit de recommencer. Peut-être que ce soir était simplement la nuit où j'ai choisi de ne plus rester silencieuse. Je me souvenais encore du regard dans les yeux de Margaret quand elle l'a dit. Ryan mérite quelqu'un qui corresponde aux standards de notre famille. J'avais déjà vu ce regard. La première fois, c'était juste après l'université, quand j'ai postulé pour un poste dans une grande société d'investissement à San José. Ils avaient jeté un coup d'œil à mon relevé de notes, à ma bourse complète, à mes références, puis leurs yeux étaient tombés sur mes chaussures. La même paire que j'avais achetée d'occasion dans une friperie près du campus. Le directeur des ressources humaines a souri poliment et a dit « Vous êtes très compétente, mais votre présentation ne correspond pas tout à fait à l'image que nous recherchons. » Je me souviens encore d'avoir souri en retour, de l'avoir remercié et d'être sorti sous la pluie. Des années plus tard, cette même société m'a appelé pour une consultation financière. La vie, ai-je réalisé, a un sens de l'humour merveilleusement ironique. J'ai continué à marcher dans les rues couvertes de brouillard, passant devant les silhouettes silencieuses de vieux bâtiments, et un groupe d'étudiants riant devant un stand de tacos ouvert tard dans la nuit. Leur rire a résonné dans la rue, fort, insouciant, sans filtre. Pendant un bref instant, je me suis sentie petite, même un peu seule au milieu de cette nuit urbaine tentaculaire. Mais sous cette solitude, il y avait autre chose. La liberté. La liberté des regards jugeurs, la liberté des standards sans fin que les gens utilisent pour mesurer la valeur. Un Uber s'est arrêté à côté du trottoir. La fenêtre s'est baissée et le chauffeur, un homme âgé aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, s'est légèrement penché. « Besoin d'un transport, mademoiselle ?» a-t-il demandé, sa voix portant un léger accent italien. J'ai commencé à dire non, mais le vent froid s'est glissé sous mon col, et j'ai hoché la tête à la place. Alors que la voiture avançait, il m'a regardé dans le rétroviseur. « Ça va ? Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de gagner un combat. » J'ai laissé échapper un petit rire, un rire qui m'a semblé réel pour la première fois depuis des heures. « Pas un combat, ai-je dit. Plutôt comme si je m'étais retrouvé. » Il a souri en hochant la tête. « C'est la plus grande victoire qui soit, ragazza. » Nous avons fait le reste du trajet en silence, à l'exception du doux bourdonnement d'un vieil air de jazz qui passait à la radio. Quand la voiture s'est arrêtée devant mon petit appartement, je l'ai payé et il s'est tourné vers moi une fois de plus. « Vous avez les yeux de quelqu'un qui vient de sortir d'une prison invisible, » dit-il doucement. « Gardez cette lumière, hein. » Je l'ai remercié, puis j'ai regardé sa voiture disparaître dans la brume. Ces mots sont restés, résonnant dans mon esprit. Une prison invisible. Oui, c'était exactement ce dans quoi j'avais vécu. La prison de vouloir être accepté. La prison d'avoir besoin d'être vu comme assez bien. J'ai monté les escaliers et j'ai ouvert la porte de mon appartement. L'odeur familière de vieux bois et de basilic séché m'a accueilli chez moi, chaude et réconfortante d'une manière qui semblait presque humaine. J'ai allumé la lumière, suspendu mon manteau et me suis versé une tasse de thé chaud. La douce lueur jaune s'est répandue dans la petite pièce. Tout était simple, tout était à moi. Une petite plante d'aloe vera près de la fenêtre, une rangée de livres, quelques peintures que j'avais faites pendant des week-ends tranquilles. Je me suis assise près de la fenêtre, j'ai tiré le rideau et j'ai regardé dehors. La ville était encore éveillée. Les lumières s'étendaient sur les collines comme une rivière sans fin, et de quelque part au loin venait l'écho faible d'un klaxon de train se mêlant au vent. J'ai posé ma tasse et j'ai appuyé ma tête contre le cadre. La nuit s'est rejouée dans mon esprit comme un film au ralenti. Les yeux de Ryan, la main d'Edouard se resserrant sur son verre, la voix de Margaret vacillant quand je leur ai dit la vérité. Je ne me sentais ni triomphante ni fière, juste lucide, comme si quelqu'un avait levé le rideau d'un miroir, me laissant enfin me voir à nouveau. J'avais passé toute ma vie à éviter l'arrogance, à tel point que j'oubliais parfois que le silence peut être son propre déguisement. Peut-être que je n'avais pas caché qui j'étais par humilité, mais par peur que si quelqu'un le savait, il m'aimerait pour la mauvaise raison. Je me suis souvenu d'une réunion chez Apex l'année dernière. Un nouveau collègue avait demandé, « Mademoiselle Harper, qu'est-ce que ça fait d'être la seule femme au conseil d'administration ?» J'avais souri et dit, « C'est comme traverser un pont de verre en talons hauts, élégant,
mais il faut garder l'équilibre. Tout le monde a ri, mais je ne plaisantais pas. En tant que femme, on apprend à marcher sur la pointe des pieds, à parler doucement, à se faire plus petite pour que les autres ne se sentent pas menacés. Ce soir, je ne voulais plus être petite. Le thé était devenu froid, mais je suis resté là où j'étais, à regarder les minuscules points de lumière à l'extérieur de la fenêtre. Un couple est passé, main dans la main. Un sans-abri s'est recroquevillé au coin sous un lampadaire vacillant. J'ai pensé à Margaret, comment elle n'avait probablement jamais marché dans ces rues, jamais parlé à quelqu'un comme le vieux chauffeur ce soir. Elle vivait dans un monde enveloppé de velours, où tout ce qui ne brillait pas était considéré comme un défaut. Mais moi, j'ai grandi au milieu de la sueur et du bourdonnement des outils électriques, entouré de gens qui croyaient que la valeur n'était pas imprimée sur une étiquette. Je ne savais pas ce que Ryan dirait demain, ni si nous avions même un avenir après ça. Mais je savais une chose avec certitude. Ce soir, je ne m'étais pas trahi. Je n'avais pas besoin de leur respect pour mon titre ou mon salaire. J'avais juste besoin qu'ils comprennent que je n'avais jamais été quelqu'un qui avait besoin d'être aidé. J'ai regardé les lumières de la ville scintiller derrière la fenêtre et j'ai murmuré doucement, presque comme une promesse à moi-même, tout le monde ne verra pas ta valeur, mais ça ne la fait pas disparaître. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix. Pas celle qui vient de la victoire, mais celle qui vient du choix de finalement se tenir de son propre côté. Le lendemain matin, une pâle lumière du soleil a filtré à travers les fins rideaux, me tirant d'un sommeil agité. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Ryan. Pendant quelques secondes, j'ai hésité, puis j'ai fait glisser mon pouce sur l'écran pour répondre. Sa voix est parvenue, basse et rauque, comme celle de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la nuit. Émilie, je suis désolé, dit-il rapidement, les mots se bousculant. Honnête, tremblant, sans défense. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu hier soir. Je ne savais pas que tu étais si forte. J'ai juste. Il s'est arrêté, a pris une inspiration tremblante comme s'il essayait de rassembler ce qui restait de lui-même. J'ai eu peur. Peur de décevoir mes parents. Peur de te perdre. Et au final, j'ai fait les deux. Je n'ai pas parlé pendant un moment. Je pouvais entendre sa respiration irrégulière mêlée aux bruits matinaux de la ville à l'extérieur. Klaxons de voiture, premiers oiseaux, la vie qui continue comme si de rien n'était. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ai-je dit doucement. Hier soir, il ne s'agissait pas de les combattre. Je ne pouvais simplement plus rester silencieuse. Ryan a expiré. Le son était lourd. J'ai attendu. Après ton départ, ma mère a pleuré, dit-il, la voix baissant. Papa n'a pas dit un mot. Et moi? J'ai perdu le contrôle. Je leur ai dit qu'ils avaient tort, qu'ils t'avaient traité comme si tu avais besoin de leur approbation pour avoir de la valeur. Ma mère ne m'a jamais entendu lui parler comme ça. Elle est restée silencieuse, puis elle a posé une seule question. Tu l'aimes à ce point? Il a fait une pause et j'ai dit, oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle veuille encore entendre ça. J'ai fermé les yeux, écoutant le battement régulier de mon cœur. Il y avait quelque chose dans sa voix, une honnêteté fragile mêlée de culpabilité et de sincérité qui rendait impossible pour moi d'être encore en colère. Où es-tu? Demanda-t-il doucement. Je peux te voir? Juste pour parler. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 8h17. Après une brève hésitation, j'ai dit, Golden Gate Park. Le café près du lac. Dans 1 heure. Le vent matinal au Golden Gate était vif, emportant le sel et le froid de l'océan. J'étais assise à une table en bois à l'extérieur, les mains enroulées autour d'une tasse de café chaud, incertaine de ce que je voulais entendre de lui ou de ce que je voulais dire. Quand Ryan est arrivé, il avait l'air épuisé, son manteau froissé, des cernes sous les yeux, mais son regard était clair et direct. Il a ralenti en m'apercevant, comme s'il avait peur qu'un mouvement trop rapide ne brise l'instant. Tu es venu, dit-il doucement, puis il s'est assis en face de moi. Il y a eu un long silence. Seul le vent parlait, chuchotant à travers les eucalyptus voisins. Finalement, il a commencé, sa voix plus calme maintenant, plus stable. J'ai grandi dans une famille où tout tournait autour des apparences. Ne nous mets pas dans l'embarras. C'était la phrase que j'entendais le plus. Depuis que je suis petit, on m'a appris que tout ce que je faisais se répercutait sur la famille. Alors, quand je suis tombé amoureux de toi, j'ai porté cette peur que si tu ne correspondais pas à leur moule, ils ne t'accepteraient pas.
Je pensais que je pouvais équilibrer les deux mondes. Il a levé les yeux, son regard clair, presque humble. Mais hier soir, tu m'as montré quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu auparavant, la vérité n'a pas besoin de rentrer dans le moule de qui que ce soit. Je l'ai observé, ses mains se crispant et se relâchant sur la table comme s'il luttait avec quelque chose à l'intérieur de lui. Je ne te blâme pas, ai-je dit lentement. Je comprends que tu voulais la paix, mais la paix n'existe pas si elle est construite sur le fait que quelqu'un d'autre doive se réduire pour s'adapter au moule d'une autre personne. J'ai fait une pause, mon regard s'adoucissant. Tu n'as pas besoin d'être parfait, Ryan. Tu as juste besoin de me voir. De vraiment me voir. Il a baissé la tête. Sa voix s'est éraillée. Je te vois maintenant. Et ça me fait sentir à la fois honteux et reconnaissant. Quand il a levé les yeux, ils étaient rouges mais clairs. Quand tu as parlé de la vraie valeur, j'ai réalisé que je n'y avais jamais vraiment pensé. J'ai toujours cru que j'étais une bonne personne, mais peut-être qu'être bon ne suffit pas. Je suis resté silencieux alors que j'aurais dû parler, et je promets que je ne le ferai plus. Je l'ai regardé, non plus l'homme hésitant et craintif de la veille, mais quelqu'un de nouveau, d'honnête, dépouillé de toute prétention, prêt à se faire face. Je n'ai pas besoin que tu changes pour moi, ai-je dit. Je veux juste que tu sois vrai avec moi et avec toi-même. Il a hoché la tête, les lèvres serrées comme pour retenir tout ce qu'il ne pouvait pas encore mettre en mots. Puis il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Sa main était chaude, la mienne froide à cause du vent. À ce moment, entouré par le parc ouvert et les rires lointains d'enfants, j'ai réalisé que le pardon ne vient pas toujours des mots. Parfois, il est dans un simple contact qui dit tranquillement « je comprends maintenant ». Nous sommes restés assis comme ça pendant un moment sans avoir besoin de combler le silence. Puis il m'a parlé de sa conversation avec ses parents ce matin-là. Comment Margaret s'était excusée auprès de lui et avait dit qu'elle m'appellerait si je le permettais. Comment Edward était resté silencieux pendant un long moment avant de finalement dire « peut-être avons-nous oublié la leçon la plus élémentaire, le respect ne devrait jamais être conditionnel ». Ryan ne m'a pas dit cela pour les défendre. Il me l'a dit pour que je sache qu'il les avait vraiment affrontés. J'ai souri pour la première fois depuis la veille. Tu sais, ai-je dit, je ne suis pas en colère contre eux. Je suis juste triste que des gens si intelligents puissent oublier quelque chose de si simple, la gentillesse. Il a hoché la tête faiblement, les yeux lointains. Je veux que tu saches que j'ai plus appris de toi que d'eux en 30 ans. Nous avons marché ensemble le long du chemin qui entourait le lac. La lumière du soleil filtrait à travers les branches, dispersant des gouttes dorées sur nos épaules. Après un long silence, Ryan a de nouveau parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Penses-tu que nous avons encore une chance ? Je me suis tourné vers lui en souriant doucement. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'avoir ou de perdre une chance. Je pense que tout le monde doit traverser son propre feu pour comprendre qui il est. Et hier soir, nous l'avons tous les deux fait. Il a de nouveau pris ma main, cette fois fermement, sans hésitation. Je promets, dit-il doucement. À partir de maintenant, je serai honnête avec toi, avec moi-même, et avec ceux qui comptent vraiment. J'ai hoché la tête, sans avoir besoin d'en dire plus. À l'intérieur de moi, la tempête s'était déjà calmée. Ce qui restait ressemblait à une eau calme, réfléchissante, intacte. Quand nous avons quitté le parc, je me suis retourné pour un dernier regard. Le Golden Gate se tenait distant et silencieux dans le brouillard, immuable. Et j'ai réalisé que parfois, ce n'est que lorsque les choses s'effondrent que l'on voit qui est prêt à reconstruire avec vous. Ce matin-là, dans le vent froid de San Francisco, j'ai su que c'était peut-être le début de quelque chose de nouveau. 3 jours plus tard, je préparais du café dans ma petite cuisine quand la sonnette a retenti. Je me suis figé une seconde. Mes mercredis matins étaient habituellement silencieux, remplis seulement du bourdonnement de la radio et de l'odeur du café frais. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai regardé par le Judas et j'ai eu du mal à croire ce que je voyais. Margaret Mitchell se tenait là, seule. Pas de bijoux, pas de sourire parfaitement étudié, juste un manteau de laine gris pâle et un petit panier de fruits frais dans ses mains. J'ai ouvert la porte, incapable de cacher ma surprise. « Bonjour », ai-je dit lentement. Margaret a esquissé un léger sourire nerveux. « J'espère que je ne dérange pas. Je voulais juste parler. » Je me suis écarté et je lui ai fait signe d'entrer. La lumière du matin se déversait doucement par la fenêtre, enveloppant le petit appartement d'une chaleur tranquille. Elle a posé le panier de fruits sur la table,
ses yeux errant dans la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur la petite plante en pot près de la fenêtre. Elle a expiré doucement. C'est beau ici. Paisible. Merci, ai-je dit. Ce n'est pas luxueux, mais c'est assez pour me sentir vivante. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Nous nous sommes assises à table, l'air entre nous rempli de la douce vapeur du thé que je venais de verser. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Margaret a tourné la tasse lentement dans ses mains avant de finalement dire d'une voix basse mais stable, « Je suis venue m'excuser. » Je suis restée silencieuse, attendant. Elle a baissé les yeux, sa voix tremblante mais claire. Cette nuit-là, j'ai eu tort. Je ne t'ai pas seulement jugé. J'ai jugé mon propre fils. Je pensais savoir ce qui était le mieux pour Ryan, mais en réalité, j'essayais simplement de protéger la version de la vie que je pensais être sûre. Elle a alors levé les yeux, son regard portant une lassitude que je n'avais pas vue auparavant. Vous m'avez rappelé que le respect n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter, et que la politesse n'est pas toujours la même chose que la gentillesse. J'ai expiré doucement. Ces mots étaient courts, mais ils étaient réels. Je pouvais dire qu'elle n'était pas venue pour sauver sa fierté ou sa réputation, elle était venue pour se faire face. Vous n'avez rien à dire de plus, ai-je dit doucement. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est si nous avons le courage de regarder en arrière et de les voir. Margaret a esquissé un petit sourire mélancolique. J'ai beaucoup regardé en arrière. Toute cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Ryan m'a dit que je l'avais fait avoir honte de sa propre famille. Je pensais que je le protégeais, que je l'empêchais d'être blessé. Mais j'ai oublié que parfois, ce genre de protection est exactement ce qui blesse le plus. J'ai hoché la tête, sentant quelque chose s'adoucir en moi. Il y avait de la vérité dans son ton, non pas la voix confiante et polie d'une femme habituée à gagner chaque conversation, mais l'honnêteté tranquille d'une mère réapprenant à aimer son enfant. Je lui ai versé une autre tasse de thé et j'ai demandé doucement, « Vous êtes-vous déjà senti piégé par vos propres standards ?» Margaret a eu un petit rire désabusé. Plus que quiconque. J'ai grandi dans une famille où tout était mesuré par l'apparence. Mon père disait, « Tu n'as pas besoin d'être bon, tu dois juste avoir l'air bon. » J'ai porté ça avec moi toute ma vie. J'ai enseigné la même chose à Ryan, qu'il devait mériter la validation, pas simplement la vivre. Mais en vous regardant, j'ai réalisé qu'il y a une autre façon de vivre. Ses yeux ont de nouveau parcouru mon appartement, pour finalement se poser sur la photo de mes parents à Silverton, debout devant leur atelier, les vêtements poussiéreux dessus, mais souriant largement et brillamment. Ils ont l'air heureux, dit-elle doucement. Ils le sont, ai-je hoché la tête, parce qu'ils savent ce qui compte. Non pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils sont devenus. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté lentement. Vivre simplement ne signifie pas vivre sans. Cela signifie simplement choisir ce qui vaut la peine d'être gardé et être assez courageux pour laisser tomber tout le reste. Margaret est restée silencieuse un long moment. Quand elle a finalement levé les yeux, ils brillaient. Merci, dit-elle, sa voix mal assurée. Je pensais avoir tout appris à Ryan. Mais maintenant, je vois que c'est vous qui m'avez rappelé ce que j'avais oublié. J'ai souri en secouant la tête. Aucun de nous ne peut tout enseigner à l'autre. Nous nous aidons simplement mutuellement à nous souvenir de ce qui s'est perdu en chemin, nous avons parlé un moment après ça, du travail, de la ville. Je lui ai parlé de mes balades matinales à vélo sur le pont, de la façon dont mon équipe chez Apex organisait une course caritative pour les enfants défavorisés d'Auckland. Margaret a écouté attentivement, son expression plus douce que je ne l'avais jamais vue. Puis elle a souri, un petit sourire presque timide. J'ai participé à tellement de galas de charité, dit-elle. Des événements où les gens dépensent des milliers juste pour avoir leurs photos dans les magazines. Mais ce que vous faites, ça semble plus réel. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'authentique dans ses yeux. Elle a hésité, puis a demandé doucement, serait-il possible que je me joigne à vous? Non pas en tant que Margaret Mitchell, l'organisatrice d'événements, mais juste comme quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien. Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête doucement. Bien sûr, vous pouvez venir avec moi ce dimanche, à 6 heures du matin. Pas de photographe, pas de sponsor, juste des chaussures Booz et quelques tasses de café chaud après. Margaret a ri et pour la première fois, cela semblait sincère. Ça a l'air parfait. Le dimanche matin est arrivé, clair et froid. Margaret s'est présentée à l'heure, vêtue de simples vêtements de sport, les cheveux soigneusement attachés en arrière.
Alors qu'elle épinglait son petit dossard à son t-shirt, elle a souri et a dit « C'est la première fois que je fais quelque chose sans le logo d'un sponsor dessus. » J'ai ri et ensemble nous avons commencé à trottiner lentement dans le parc. Quand nous sommes passés devant un groupe d'enfants qui riaient sur le côté, Margaret s'est tournée vers moi, les joues rougies par le vent, les yeux illuminés d'une manière que je n'avais jamais vue. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie aussi heureuse, dit-elle. J'ai hoché la tête. Parfois, il faut se débarrasser des couches polies pour enfin se sentir libre. Après avoir terminé la course, nous nous sommes assis ensemble sur l'herbe, les mains enroulées autour de tasses de café fumantes. Margaret a regardé les inconnus qui discutaient, les rires qui flottaient dans l'air froid du matin et a dit doucement « Merci, Emily. » Non seulement de m'avoir pardonné, mais de m'avoir rappelé la vérité la plus simple. Le respect n'est pas une question d'argent. C'est la façon dont nous choisissons de voir les gens. J'ai souri. Et merci à vous d'avoir osé changer. Tout le monde ne le fait pas. Quand elle est partie, je l'ai regardée s'éloigner, sa silhouette se fondant dans le flot de la foule. Mon cœur s'est senti étrangement chaud. La vieille colère s'était dissoute dans la lumière du soleil. Et j'ai réalisé que certaines rencontres ne se terminent pas par des excuses. Elles se terminent par une transformation. Et parfois, c'est la seule façon de recommencer. Non seulement entre deux personnes, mais entre deux mondes qui semblaient autrefois impossibles à réconcilier. Dans les jours qui ont suivi, la vie a progressivement repris son rythme. Mais quelque chose en moi avait changé. Tout bougeait encore comme toujours, le brouillard matinal qui arrivait, le tintement des tramways, l'odeur du café s'échappant des cafés du coin. Pourtant, je voyais tout différemment. Je ne ressentais plus le besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai compris maintenant que la petite expérience que j'avais commencée le soir où j'ai décidé de jouer un rôle n'avait jamais vraiment eu pour but de tester les autres. Il s'agissait de retrouver mon chemin vers moi-même. Un matin, alors que j'étais assise dans une salle de conférence chez Apex Innovation, regardant la pluie glisser sur les vitres jusqu'à la rue en contrebas, une idée m'est venue. Si j'avais autrefois enduré ces regards dubitatifs, si j'avais été jugé sur mon apparence plutôt que sur qui j'étais, alors il y avait probablement des centaines, des milliers d'autres femmes confrontées à la même chose. Et peut-être avaient-elles besoin que quelqu'un leur dise qu'elles étaient assez, même quand le monde insistait sur le contraire. C'est ainsi que le projet, Sa valeur, a commencé. Une petite initiative au sein de l'entreprise, une série d'ateliers pour les jeunes femmes dans la technologie et la finance. Une fois par mois, nous nous réunissions non pas pour parler de plans de carrière ou de compétences professionnelles, mais de conviction et d'estime de soi. Lors de la première session, je me suis tenu devant 12 femmes, certaines fraîchement sorties de l'université, d'autres déjà usées par la pression de la vie d'entreprise, et j'ai parlé avec ma propre voix. Pas de notes, pas de discours répétés. J'avais l'habitude de penser que ma valeur était mesurée par mon titre ou les chiffres sur mon chèque de paie. Mais j'ai réalisé quelque chose. Si vous laissez les autres définir votre valeur, vous devrez la changer à chaque fois qu'ils changeront les règles. Un jour, ils diront que vous n'êtes pas assez. Le lendemain, ils diront que vous êtes trop. Ne jouez pas à ce jeu. Votre vraie valeur réside dans la façon dont vous vivez, dont vous vous traitez. Ne laissez personne vous définir par ce que vous possédez. Quand j'ai fini, la pièce est restée silencieuse un moment. Puis une jeune femme s'est levée, les yeux brillants. Mon patron m'a dit un jour que je n'avais pas l'air d'une leader, mais après vous avoir entendu, je pense que je n'ai peut-être plus besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. La pièce a éclaté d'un léger rire suivi d'applaudissements. Et à ce moment-là, j'ai su que ce que je faisais comptait. À partir de ce moment, nous nous sommes réunis tous les mois. Certaines femmes ont partagé des histoires où elles avaient refusé des propositions de mariage parce qu'elles craignaient de se perdre dans le rêve de quelqu'un d'autre. D'autres ont parlé de porter enfin des vêtements qui les faisaient se sentir confiantes, pas seulement, corporate appropriées. Je n'ai pas beaucoup enseigné. J'ai surtout écouté et partagé mes propres erreurs. Car parfois, la force ne vient pas de se tenir plus haut que les autres, mais d'oser s'asseoir à leur côté. Ryan m'aidait souvent à préparer la salle. Il accrochait la bannière, arrangeait les chaises, préparait le café et s'asseyait tranquillement dans un coin à regarder. Une fois, je l'ai taquiné, « Tu n'en as pas marre de m'entendre parler plus ici qu'à la maison ?» Il a ri, me tendant un latte. « Non, je suis fier de toi. Tu ne leur parles pas seulement à elles. Tu parles à la partie de toi-même qui avait autrefois besoin d'entendre ça. » Nous avons continué à faire du bénévolat ensemble le week-end.
c'est l'idée de Ryan de rejoindre une cuisine communautaire dans le quartier de Tenderloin. Chaque samedi après-midi, nous travaillons aux côtés d'autres bénévoles pour préparer des repas pour les sans-abri. Je me tenais à côté de lui, coupant des légumes, portionnant la nourriture, écoutant les petites histoires de personnes que le monde avait depuis longtemps oubliées. Un homme, un gentleman noir plus âgé aux cheveux poivre et sel, a pris le bol de soupe chaude de mes mains et a dit « Merci, non pas pour la nourriture, mais pour la façon dont vous m'avez regardé. » Cette phrase est restée avec moi pendant longtemps, comme un écho silencieux dans ma poitrine. Puis un jour, lors de la 5e session du projet, Earthworth, j'ai rencontré Lena, une jeune femme d'environ 25 ans, stagiaire au département d'analyse financière. Elle est arrivée en retard, sa chemise légèrement froissée, son visage lasse. Quand je lui ai demandé si elle allait bien, elle a murmuré « J'ai failli ne pas venir. Hier, mon patron m'a dit que je n'avais pas l'air assez professionnel, et j'ai pensé qu'il avait peut-être raison. » Je l'ai regardée et j'ai vu mon moi plus jeune, la fille en chaussures d'occasion, debout dans une pièce polie, mesurée par tout sauf sa valeur. Après la session, je lui ai demandé de rester. Nous nous sommes assises sur le balcon surplombant la ville, partageant une théière. Je lui ai raconté mon histoire de cette soirée à Pacific Heights, d'avoir fait semblant d'être pauvre juste pour voir qui me traiterait encore avec respect. Lena a ri à travers ses larmes. Peut-être que je n'ai besoin de ne rien prétendre, dit-elle doucement. Peut-être que j'ai juste besoin de croire que je mérite d'être ici. J'ai tendu la main, touchant légèrement la sienne. Exactement. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. 2 mois plus tard, Lena m'a envoyé un email. Elle venait d'être promue à un poste à temps plein. La dernière ligne disait « Merci de m'avoir vu quand je ne pouvais pas encore me voir moi-même. » J'ai relu cette ligne encore et pour la première fois, j'ai compris quelque chose de profond, chaque blessure que j'avais endurée, chaque moment injuste, chaque nuit passée à douter de ma propre valeur m'avait mené ici, à cela, à aider quelqu'un d'autre à trouver son propre reflet. Ce soir-là, Ryan et moi avons traversé le Golden Gate Bridge. L'air était froid, le vent fouettait mes cheveux, les lumières de la ville derrière nous brillaient comme une mer d'étoiles. Ryan a pris ma main et a dit doucement. « Je pense que tu es née pour faire ça, Emily. » J'ai souri. « Non, je vis simplement ce que ma mère m'a appris. Ne laisse jamais personne te rendre plus petite. » Il a ri, resserrant sa prise sur ma main alors que nous continuions à marcher vers la lumière et le vent. J'ai regardé l'eau et j'ai vu les vagues aux pointes argentées dériver sous le clair de lune. Il m'a alors semblé que nous sommes peut-être tous comme ces vagues. Nous ne pouvons pas éviter les collisions, les ruptures, les écrasements. Mais ce sont ces moments même d'impact qui nous font briller lorsque la lune nous trouve. Et je savais que mon voyage n'était pas terminé. Je n'étais pas seulement quelqu'un qui avait été sous-estimé. J'étais quelqu'un qui avait choisi de s'élever, de parler et de partager ce que j'avais appris en chemin. Dans le vent froid de San Francisco cette nuit-là, je me suis murmuré doucement, la force ne vient pas du fait de prouver que l'on est meilleur que les autres. Elle vient du fait de savoir exactement qui l'on est et de rester gentil même quand le monde ne l'est pas, chacun de nous a une histoire. Parfois légère comme une brise, parfois lourde comme le ciel lui-même. Je raconte la mienne non pas pour prouver un point, mais pour vous rappeler, ne laissez jamais personne vous faire sentir petit. Peu importe leur pouvoir, leur richesse ou leur réputation, ils ne peuvent pas définir votre valeur à moins que vous ne les laissiez faire. Il y a une citation que je porte toujours avec moi, la simplicité est la sophistication suprême. Léonard de Vinci. Vivre simplement, ce n'est pas abandonner. C'est s'accrocher à ce qui compte vraiment. La compassion, l'intégrité et l'amour authentique. Car à la fin, ce sont ces choses qui nous rendent libres. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, cliquez sur j'aime pour que je sache que vous écoutez toujours, et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à parcourir ensemble ce chemin de redécouverte de l'estime de soi. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous fait vous sentir riche d'esprit. J'adorerais vraiment entendre votre histoire. Quant à moi, je continue de monter les collines de San Francisco à vélo chaque matin. Le vent agitant mes cheveux, la lumière du soleil scintillant sur la baie sous le Golden Gate. Et je souris parce que je comprends enfin. Être riche, ce n'est pas ce que nous possédons. C'est ce que nous apportons au monde.